Nouveau rendez-vous, nouvel horaire. Oui, nous avons l'habitude de vous retrouver les mercredis et samedis, mais à cause bien sûr d'un recadrage très important, rien que pour vous, chers téléspectateurs internautes, nous allons devoir nous retrouver maintenant tous les lundis à partir de 12h30 et tous les samedis sous les coups de 12h temps universel. Nous sommes bien sûr dans Club Sport Santé, ne vous inquiétez du tout pas, ce n'est pas un poisson d'avril. Nous parlons de la campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pas de succès pour les éperviers du Togo qui étaient de sortie face à la Mauritanie. C'était au stade de Kégué il y a quelques jours. Que s'est-il passé? On fait l'analyse des deux premières mi-temps et puis la projection sur le match du Togo chez le Sénégal. Ce sera ce mardi à partir de 21h temps universel. Nous nous intéressons également à cette situation au niveau d'une Coupe du Monde depuis déjà 23 éditions. Une seule édition organisée par l'Afrique. Pourquoi justement cette situation? Et dire que l'Afrique a au moins 54 membres au niveau de la FIFA. Incongruité ou normalité, on en parle dans l'instant débat. C'est l'une des nouvelles rubriques de cette émission. Et nous allons terminer avec bien sûr la D2 nationale de football, ce qu'il s'est passé le week-end avec les différents résultats. Voilà pour le menu de Club Sport Santé. Nous espérons que vous serez avec nous désormais lundi et samedi. Oui, ce sont là les nouveaux rendez-vous. Tout de suite, on fait immersion justement où on visite le nid des éperviers. On vous retrouve tout à l'heure. C'est une rentrée. Oui, on pourra dire nouvelle rentrée plus ou moins, mais bon, vous êtes habitués, non pas habitués. Mais là, on vous convie pour être là lundi désormais, non oui. mercredi. Bonjour Etiévi et merci d'être là. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. On change un peu le jour. Ouais. Rien ne bouge quand même dans le contenu. N'est-ce pas? On suit Un petit même- décalage. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça le fait. Vous allez bien? Ça va. Et votre week-end? Pas mal. Ça Pas a mal. été de gauche à droite avec tout ce qu'il faut. Oui. On remercie le Tout-Puissant, la santé hier. Vous avez l'énergie, vous avez la santé. Voilà. Et c'est très très bien. Nous sommes tout heureux de vous avoir sur ce plateau. Le capitaine, oui, titulaire inamovible. Il est là, Delaïté, bonjour. Bonjour Angelo, bonjour à Thierry, bonjour à nos amis téléspectateurs. Comment vous allez aujourd'hui? Ça va, Ça va. je vais très bien. Même si la dernière fois, les éperviers n'ont pas gagné. Vous avez souhaité les voir au moins gagner 3-0. Bon, Etienne également avait misé 3-0, Oui. mais ça n'a pas été le cas. Mais bon, on garde la tête haute. Hein. Oui, l'espoir y est, L'espoir y on est. garde la tête très haute. Voilà, messieurs, on va justement décortiquer ce sujet-là des éperviers du Togo. On a vu également le public qui a répondu justement derrière cette sélection. Mais à l'arrivée, c'est un match nul de 2 buts partout. Beaucoup auraient aimé voir cette sélection des éperviers repartir avec la victoire en attendant le match face au Sénégal. Ça n'a pas été le cas. Après un recul de 48 heures, voire plus, qu'est-ce que vous gardez justement sur cette prestation des éperviers de Nibombe Daré sur l'ensemble du match? Sur l'ensemble du match, on a vu une équipe déterminée d'abord. Donc aller chercher un résultat parce qu'à domicile, on a quand même eu des contre-performances. C'était l'occasion idéale de se relancer avec une victoire à domicile dans cette campagne-là. Malheureusement, ça n'a pas été tout à fait le cas. C'est le football, ça en fait partie, ces surprises-là où quand on s'attend mieux, parfois ça tourne à gauche. Il faut le prendre sportivement. Dans l'ensemble, sur le contenu, je vais encore insister là-dessus. On avait une équipe soif de la victoire. Sauf que voilà, devant il y avait une formation qui nous a un tout petit peu surprise. Mais n'empêche qu'on garde toujours la tête haute, comme on l'a dit tout à l'heure, se dire que voilà, rien n'est encore fait. Il y a encore des journées devant pour aller se rattraper. Delaïté, sur les 90 minutes, plus le temps additionnel, aujourd'hui, quel regard vous portez justement sur les attitudes, le comportement de cette sélection de Nibombe Daré au stade de Kégué récemment? Il y a du chemin à faire, tout simplement pour cette sélection des éperviers du Togo. Si vous voyez cette équipe, l'équipe a évolué en dents de scie. Au début de la rencontre, on a vu une équipe des joueurs déterminés, confiants à aller chercher tout de suite le résultat qui a été bonifié par l'ouverture du score matinal. Mais on sentait cet épervier-là qui a soif d'aller chercher ce second but. Et le public a été d'accord aussi avec leur idée. Mais derrière, on a vu une équipe des éperviers émoussée, fatiguée, sans repère, hein, il faut le dire.
en deuxième partie, qui a laissé des espaces pas possibles à l'adversaire, et tout de suite l'adversaire n'a pas à sauter dessus. Sur cette occasion-là, l'adversaire est parti tout simplement égaliser, remettre le deuxième but avant de laisser le fil aux éperviers du Togo de produire leur jeu, et tout a été bien fait pour eux. Ils sont revenus au score 2 buts partout. Mais dans l'ensemble, c'est une prestation décousue, en dessous des moyennes. Si vous voulez noter cette équipe, vous donnerez combien? Je donnerai 4 sur 10, oui. D'accord. Vous avez dit ça, c'est en dessous de la moyenne. La moyenne, c'est 5. On va tout de suite d'abord rejoindre tout de suite la régie pour écouter Nibombe Dari à la suite justement de ce match. Ses premières déclarations à l'endroit justement de la presse lors de la conférence d'après-match. Nous l'écoutons et nous nous retrouvons tout à l'heure pour la suite du décryptage. Oui, c'est des joueurs professionnels. Ils savent là où se situe leur responsabilité par rapport à tout ce qu'on a mis en place pendant une semaine de travail. Je pense que le constat il est là, les regrets sont là. Et tout ce qui a été des manquements, ça a été relevé. Ça va être encore traité ce soir. On ira montrer les images de ce qu'on a réussi à faire en bien, surtout la première partie du match. Et effectivement, pour qu'on puisse progresser, il va falloir qu'on montre aussi nos manquements. Nos manquements aujourd'hui, c'est les transitions, comment se repositionner, comment augmenter la vitesse au niveau des courses. Ça nous a manqué. Donc, je pense que dans le football de haut niveau, ces paramètres-là sont vraiment des paramètres déterminants pour pouvoir tenir un résultat, comme ce fut le cas cet après-midi. Non, on ne m'impose rien. D'ailleurs, vous me connaissez, on ne peut rien m'imposer. Moi, j'ai fait ces choix-là moi-même. Et quand je parle de profondeur de banc, c'est que je voulais simplement dire que des joueurs à des postes clés ne sont pas suffisamment présents pour pouvoir opérer certains changements qui peuvent améliorer un peu les stats au niveau pour faire le ratio occasion créée, but marqué. Il y a Fodo qui nous manque, il y a Bebo qui nous manque, je vais parler du secteur offensif. Il y a Bebo qui nous a manqué depuis que je suis à la tête de cette équipe. Je pense que ce sont des forces pour nous. Viennent derrière Thibaut, Anor, Avotor, et Aziamale qui a fait son baptême de feu aujourd'hui. Ces garçons-là, ils découvrent, les 3 dernières cités, ils découvrent le haut niveau par rapport à certaines situations en dehors de ce qu'il y a dans leur club. Pour moi, on doit continuer à travailler et je pense que en fonction des matchs, au fil des matchs, il y aura quelque chose de consistant, de positif derrière. On a pris le temps de l'écouter. Je sais également que vous l'avez écouté, de l'AIT également. D'abord, qu'est-ce que vous retenez de l'analyse d'après-match de Nibombe Dari? Après, je reviens sur certains aspects clés justement de cette interview. Oui, il a fait tout simplement l'autopsie de cette rencontre bancale. Est-ce que c'est pas fort? Non, c'est pas fort. Parce que... vous n'allez pas dire que même les éperviers non, parce jouent avec un seul pied sur le terrain. Non, bancal. Parce que il a raison. Le public sportif attend beaucoup. Il faut voir dans les travées du stade de Kégué l'autre fois, le public était, malgré la frustration affichée. Ça, il faut saluer le public. Oui, sur les réseaux sociaux, le public a répondu vraiment à l'appel des EPV du Togo pour pousser cette équipe à la victoire. Mais au finish, on connaît le résultat. Dari a fait la caricature, sans langue de bois, à ce qui s'est passé sur le terrain, les erreurs, le jeu produit en deuxième partie, sa projection, ce qu'il va faire pour colmater ses brèches, pour préparer la prochaine sortie. Il a tout brossé. C'est à juste titre qu'il a fait ça. C'est un entraîneur. Bon, sans toutefois faire l'éloge à Dari Nibombe, il a tout simplement dit ce que tout le monde pensait bas. D'accord. Je reste avec vous. Oui. Analysons la première période, les 45 premières minutes. Et là, vous n'allez pas donner quand même 4 sur 10. Oui, pour la première partie, j'ai vu une équipe togolaise entreprenante qui veut tout de suite imposer leur rythme à l'adversaire. On a vu les débats d'énergie de Dinke Kevin, Yao Anor, sans oublier Klidia Thibaut.
L'équipe qui veut tout simplement marquer très tôt et c'est arrivé, ils ont marqué à la 5e minute. Ils ont cherché à marquer le second but, ils ont pressé le jeu, ils ont obligé l'adversaire à se replier dans leur base, histoire de marquer le second but. Il faut saluer aussi le portier, le portier de la Morabi, des Morabichoun, oui, qui a simplement bloqué des buts. Sinon, on pourrait marquer 3 buts, 4 buts en première partie. Personne ne crierait au scandale. Mais il y a eu des occasions que le Togo a loupées. Oui, il y a eu aussi une ribambelle d'occasions que il suffit d'un petit geste pour un attaquant de classe. On pourrait compter ces ballons-là dans les filets. Je crois que le problème d'efficacité s'est posé lors de cette première partie et en seconde partie. Mon cher Etchevi Tengue, sur justement l'entame du match, la gestion du temps fort, des temps faibles, une équipe du Togo, comment vous l'avez remarqué sur cette pelouse? Oui, avant d'en venir là, je m'en tiens un tout petit peu à l'interview de Dari qui, quand vous écoutez l'homme, on sent qu'il est déçu. Déçu parce qu'il avait quand même cette ambition de faire la différence avec une victoire pour quand même commencer cette campagne-là parce que c'est sa première pour ces phases éliminatoires de la Coupe du Monde. Jusqu'à présent, le Togo n'a pas encore enregistré de victoire. Voilà, c'est quelqu'un qui a joué également les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il a eu a reconnu quand même que cette équipe pouvait faire mieux, mais malheureusement, c'est la frustration après tout, mais on va retenir le positif. D'accord. Le positif, c'est en venir sur cette première partie où on a vu une équipe tout de suite mettre le pressing, c'est ce qu'on avait souligné la fois dernière pour faire douter l'adversaire. Et là, à la 5e minute, on a vu ce but-là avec ce centre, Thibaut qui était bien placé pour ajuster sa tête. Je rappelle que c'est natif du Zion. Ouais, bah. Bon, pour faire plaisir. Vous pouvez plaisir à nos amis du Zion. Voilà. C'était vraiment un bon début, mais derrière, on a senti une équipe qui n'a pas continué sur la même lancée. Ce qui a permis à la formation mauritanienne de se ressaisir et de continuer toujours par tout simplement nous mener vers à la résilience, on va dire, parce que là on n'a pas senti après le but une équipe qui était restée dans la même configuration. Ce coup derrière, on a vu également des initiatives et ça crée des occasions où malheureusement quand vous êtes attaquant à cette étape de la compétition, il y a certains buts qu'on ne rate pas. Bon, on peut aujourd'hui crier haut et bas, comme quoi c'est le football, où ça arrive, mais parfois ces buts, c'est tout simplement fermer les yeux et marquer. Et dans un match, il n'y a pas forcément 1001 occasions. Pas du tout. Les occasions qu'on a eues lors de la première période, si c'est qu'on avait transformé ces occasions, on allait retrouver moins 4-0 avant la pause. Malheureusement, c'est pas arrivé où on se dit, voilà, cette première partie c'est raté, 1-0, mais sauf que voilà, le retour, on n'a rien compris. Avant de parler de la seconde période avec vous, messieurs, je continue toujours à prendre vos analyses aussi bien pertinentes. Etchevi Tengue, sur le cas de la transition et de la course des joueurs, c'est Libombe Dari qui l'a dit, il n'a pas trouvé le curseur monté. Pas du tout, pas du tout. On a senti qu'au fil des minutes, que cette équipe physiquement n'est pas prête. Ces joueurs n'ont pas 90 minutes dans les jambes? Écoutez, pour cette saison, c'est des multiples de rencontres par-ci, par-là au niveau de ces joueurs-là dans leur club. Et parfois prendre des vols avec des heures très très longues. La récupération, ça fatigue. Est-ce qu'il y a eu un travail qui a été fait à la base? Mais vous avez senti la rage? Oui, j'ai senti la rage. Dans les 10 premières minutes, on a senti la rage au niveau de cette équipe-là parce qu'ils étaient très attendus. Enfin, les mots me manquent pour pouvoir quand même dire les choses telles qu'elles sont. Mais derrière, il y a eu ce manque d'implication véritable au niveau de nos joueurs. On a de la malchance, il y a un esprit qui nous poursuit. Je vous dis tout simplement, en football, la chance ne s'y figure pas trop. C'est juste le travail et la réaction tactique. C'est tout ce qui fait la différence, surtout être efficace devant le but, parce qu'il y a eu un travail qui s'est fait. Et voilà, c'est reproduit. Mais mettons les ballons dans les filets. C'est là la différence. Simplement. Voilà. Mon cher Dela, est-ce qu'on doit taper sur les doigts de Malcolm Barcola? Ou bien, on va continuer toujours à l'encourager à faire mieux? Non, Barcola, je n'en veux pas. Je ne l'en veux pas parce que ça arrive à tout gardien de louper. Il y a des bouts. On en a fait à Manchester. Et tous les meilleurs gardiens du monde. On a passé par cette étape-là. Mais vous savez, si vous prenez l'animation, le système de jeu de Darren Libombe, c'est 3-5-2.
au niveau des milieux du terrain, c'est Karim Deman qui est le métronome, c'est lui qui doit aller chercher les ballons pour distiller. Donc ça va permettre au milieu d'être en équilibre. Sauf qu'au milieu, on a vu Jane Dakona à ses côtés. Oui, Jane lui, il est stopper, il joue un rôle de 6 qui va aider Karim Deman à se libérer, à distiller des bonnes balles. Sauf que Karim Deman, quand il prend la balle, il veut goûter, il veut compter tous les panneaux qui sont sur la balle. Vous avez vu. Et il expose son équipe. Il expose son équipe. Vous avez vu le but égalisateur. C'est partant de sa nonchalance. Que les Mauritaniens ont chippé la balle pour marquer. Mais bon, en vrai, ce système de Darren Ibombe, ce n'est pas du tout mal. Hein. Pour vous, ça ne souffre d'aucune incongruité, mais on n'a pas encore des joueurs pour animer ce système. Si vous prenez l'Allemagne, l'Italie, ils peuvent s'adapter, non? Ils peuvent s'adapter. Et ça incombe à la responsabilité des joueurs à surdépasser. Si vous prenez hier l'Allemagne hier face à l'Italie, c'est ce même dispositif que l'Allemagne a utilisé. Ça a donné beaucoup de fluidité au niveau de milieu de terrain. Mais par contre, ici, on n'a pas encore ces joueurs capables d'animer ce système. Là, sur ce point, je ne suis pas d'accord avec Léla. On a vu Paulo Duarte dans ce pays évoluer dans cette même configuration où on avait une équipe qui était beaucoup plus à l'aise en jouant. On commençait pas à retrouver un fond de jeu bien adapté aux éperviers. Dire que voilà, on n'a pas des joueurs pour cette animation offensive, quelque part, c'est un peu. Pour ceux qui ont été choisis hier, la dernière fois, n'étaient pas en forme. C'est après tout le choix de l'entraîneur. Il assume. Hein. Il assume. Il sait qu'il a failli. Bien sûr. Tout simplement. Donc, voilà, aujourd'hui, on ne va pas jeter tous les sorts sur ces éléments, sur ces acteurs-là. Ça reste après tout un fiasco sur ce match. Il faut apprendre des leçons. Il va falloir que les joueurs soient conscients de leurs erreurs et se corrigent. Voilà. Barcola, vous l'avez fait tout à l'heure, mais il y a des erreurs qu'on ne commet pas du tout quand on est à un niveau donné pour un gardien très expérimenté. Oui. La fois dernière, j'ai clamé haut et fort comme quoi il a l'expérience. Il a failli même faire encaisser un but au Togo gratuitement. Gratuitement, il y a des situations quand vous êtes sous pression, mais Daré même nous a toujours habitués à ça. Il met carrément le ballon en touche et il se replace. Mais passez ce discours, que ce soit un joueur, un gardien, quand vous êtes pris au piège, mais écartez le ballon en touche, replacez-vous. Bien sûr. Un gardien qui est sous pression avec un joueur qui met un pressing, on se dégage tranquillement parce que Barcola n'est pas bon dans les pieds. Il est sûr de lui. Hein. Être sûr de soi-même aussi, parfois, c'est pas bien. N'est-ce pas? Surtout. On va parler de la seconde période, messieurs, parce que là aussi, oui, le Togo a mené 1-0 à la pause. Et puis après, on se disait, les supporters en tout cas, s'attendaient à mieux. Et pourquoi pas repartir du stade du Kégué avec la victoire. Mais nous connaissons tous le résultat, c'est de partout. Une seconde période, n'ayons pas peur des mots, ratée par les éperviers. Oui, simplement ratée pour cette équipe des éperviers parce que on a vu une autre équipe des éperviers en seconde partie. Ce n'est pas cette équipe qui a évolué en première mi-temps. C'est pourquoi je dis que des joueurs ont été, entre guillemets, fatigués. Qu'est-ce que vous vouliez attendre justement de ces joueurs? Vous ne les avez pas vus concernés par le jeu et pourtant vous avez parlé en début de match d'une certaine rage de vaincre. Une certaine rage de vaincre en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, c'est comme si le discours que Darren Ibombe a passé aux joueurs dans le vestiaire n'est pas assimilé par les acteurs qui sont sur la pelouse. N'empêche cette méforme en deuxième partie, mais on a eu des occasions. Vous avez vu Karim Deman qui a eu un face-à-face avec le gardien. Mais comment on peut louper cette occasion-là? Comment on peut louper? Et derrière aussi, le second rideau aussi a loupé ce deuxième but. C'est incompréhensible. C'est pourquoi je rejoins un peu Thierry qui dit l'effet fatigue en est passé par là. Mais si vous voyez l'entraînement, les séances d'entraînement, ça dégageait une énergie, cette symbiose-là, mais c'est comme si en deuxième partie, les acteurs ne veulent pas céder. Parce que si vous voyez au milieu du terrain ou bien dans les espaces, c'est comme si
quand Tchévi est en difficulté, Dela ne veut pas aller aider Tchévi, combler ce trou-là. Ça manquait cette communion-là entre les éperviers. Ouais. Mais bon, comme je rejoins toujours Tchévi, c'est une partie remise. Oui. On va apprendre de ces expériences-là et construire le match de mardi prochain. Très très important. Restons toujours sur cette seconde période. Le Togo a encaissé 2 buts et il a fallu encore, on pourra dire, du pressing, et derrière Kevin Denke qui marque justement ce but pour arracher le match nul. Eh bien, on a failli perdre. Le Togo a failli perdre ce match. Oui, on n'était pas si loin que ça de perdre ce match avec ces 2 buts marqués en espoir de 3 minutes, voire 4 minutes pour les Morabitoun. Écoutez, on avait un adversaire en face qui n'était pas des moindres également. Aujourd'hui, on jette malgré la dernière place occupée dans cette poule. On jette toutes les injures possibles sur cette équipe des éperviers, mais écoutez, on avait une équipe mauritanienne qui revenait fraîchement de la CAN. Non, le Tchévi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non, écoutez. Oui. Écoutez, j'y vais jusqu'au bout de mon analyse. Allez-y, nous vous écoutons. Une équipe qui a complètement raté sa première période, je parle de l'adversaire. Il y a un sélectionneur en place, un staff en place, qui en même temps est en train d'étudier le jeu qu'a proposé le Togo lors de la première période. Et là, il faut derrière une réaction tactique. C'est ce que les Mauritaniens ont fait. Parce que le Togo a eu toujours du mal à entamer une seconde partie. Et là, les Mauritaniens ont compris pourquoi ne pas faire douter cette équipe. Et là, ça a payé. En l'espace de quelques minutes, ils ont marqué 2 buts. Eux aussi, eux aussi ont été tombés un tout peu dans l'excès de confiance. Et là, ils n'étaient pas trop loin de marquer ce 3e but et 4e but. Heureusement. Donc, n'oublions pas que la Mauritanie nous a quand même dérangé tactiquement. Et nos joueurs, bon, la faute est aujourd'hui à tout le monde. Mais n'oublions pas, je insiste encore sur ce mot, que la Mauritanie était vraiment un adversaire en place où on l'avait sous-estimé un tout petit peu lors de la première période. On avait pensé que cette Mauritanie, dernière de la poule, ne pouvait rien faire et même allait passer à la casserole des éperviers. Sauf que oui, il y a eu le plat chaud, mais c'était difficile à digérer. Non, Angelo, oui. Réaction, et on passe à l'autre interview de M. Daré. Et la Mauritanie, bon, certes, il a participé à la récente Coupe d'Afrique des Nations. Sur les 3-4 dernières cannes. Oui. Mais la Mauritanie n'a toujours pas la possibilité de sortir de la poule. Exactement. Mais elle était quand même à la canne. Exactement. Maintenant, arrivé à Lomé. Le contrat du Togo. Oui, arrivé à Lomé, en voyant cette équipe mauritanienne en première partie, je me dis que si le Togo était son Togo, sauf que le Togo n'a plus le Togo d'aujourd'hui. Si on a une équipe un peu dynamique, compétitive qui a participé à des Coupes d'Afrique et autres. Mais qu'est-ce que la Mauritanie vient chercher devant le Togo? Oui, maintenant. Quelqu'un me faisait l'historique la dernière fois qu'en 1984, à une certaine époque, le Togo est allé mater ma Mauritanie chez elle 4-0. Oui. Et cette Mauritanie ne pouvait même pas exister devant le Togo. Exactement. Mais on parle de 84, on est en 2025. Oui, quand on prend maintenant, en deuxième partie, c'est là où la Mauritanie a existé dans cette rencontre-là. Parce qu'en première partie, ils ont eu une seule occasion par le Dossa 7 qui exactement. Oui, ça balle a ricoché sur le montant droit de Bakola. Mais en deuxième partie, ils ont vu le positionnement du milieu de terrain qui a laissé beaucoup d'espace. Ils en ont profité. Et ils ont su encore que Karim Delman n'arrive pas à libérer la balle. Maintenant, sur Karim Delman, ils ont placé, Garay a placé deux personnes qui prennent en tenaille Karim Delman. La preuve, on a même fait une faute sur le joueur. Exactement. Ce qui a laissé beaucoup d'espace pour la Mauritanie. Et la Mauritanie a su surfer sur ces espaces laissés par les éperviers pour aller enquiquiner la défense qui ne peut rien faire sur ces 2 buts. Et ce qui a permis aussi à la Mauritanie de revenir pour scorer le 3e but. Mieux été, je jouais au Mao, on pourrait prendre ce 3e but-là. Donc, c'est la réaction tactique tout simplement. C'est pourquoi, pourquoi Daré a insisté sur ces changements. On n'avait pas une profondeur, c'est ça, non? Oui, un profondeur de banc qui pourrait venir changer le cours du jeu. Et là, il est fautif là-dessus. C'est lui qui convoque les joueurs. On avait au moins une profondeur de banc.
Et sur la seconde partie, on avait besoin de marquer. Il y avait un attaquant à votre sur le banc. Il a amené également Franck Mawena. Il y a Franck Mawena. Pourquoi ne pas faire un remplacement au milieu de terrain? Etienne Amidou est rentré, Jules Aziamale également est rentré. Mais ces changements n'ont rien évolué dans leur poste habituel. Bon, ça aussi c'est un autre sujet. Voilà. Messieurs, on va évoluer désormais pour aller écouter de nouveau Nibombé Daré sur un autre aspect. Oui, on n'oublie pas que le match de la Mauritanie est bien passé, bien oublié. Il y aura un match ce mardi, bien sûr, entre le Sénégal et le Togo. Nous écoutons Nibombé Daré et nous revenons juste derrière. Ça sera une motivation et on sera en mesure de montrer ce qu'il y a à faire dans ce match, c'est-à-dire jouer. Je n'ai jamais fermé le jeu. Il faut jouer pour garder nos chances, jouer pour gagner le match. À Dakar, c'est possible, ça reste un match de football. On a écouté Nibombé Daré pour lui. Le match du Sénégal va servir de motivation. Justement, messieurs, on parle de ce match-là, de cette 6e journée. Le Togo a eu également cette bonne habitude d'aller déranger le Sénégal, quelles que soient justement les campagnes, que ce soit la CAN, que ce soit le Mondial. Oui, vous vous attendez à une réaction du Togo face au Lion? Bien évidemment, il faut un sursaut d'orgueil pour pouvoir aller chercher ce résultat. Le Sénégal a eu toujours des matchs difficiles contre nous, contre le Togo. Donc, la preuve dans cette même poule, ils sont venus faire 0-0 ici, au stade de Kégué. Ils sont sortis indemnes. Exact. Parce que là, ce match, il y avait tellement d'occasions de but. Et un grand Mendy. Les ratés de Anon et Fodo là-bas. Un grand Mendy présent. Ah oui, ça c'est la photocopie de cette rencontre face à la Mauritanie. Donc ça doit susciter, ça doit nous tarauder l'esprit. Mais ne se ressemblent pas. Mais face Sénégal-Mauritanie, ça se ressemble. On a eu une pléthore d'occasions face au Sénégal à Lomé. Contre Mauritanie aussi, on a eu des occasions. On a marqué 2 buts. On retient juste ça qu'on n'a pas perdu à la maison. On a un match face au Sénégal qui, pour moi, s'annonce très très difficile et compliqué. Parce que le Sénégal était contraint au match nul face au Soudan. Eux aussi se sont sortis avec beaucoup plus de réussite. Quel match! Aujourd'hui, le Soudan en Coupe du Monde, on va acclamer. Bravo! Parce que c'est une équipe qui est très très bien en place. Salut quand même à Kossi Pierre pour ce travail-là. C'est pas rien. Avec les joueurs qui sont rien que des locaux. Tous. Extraordinaire, tout simplement. Face au Sénégal, Angelo, il faut tout simplement se surpasser pour aller gagner ce match parce que le Sénégal est touché. À domicile, ne pas retrouver cette victoire. Et ils seront très très ralentis dans le classement. Les Lions vont tout donner, hein. Ils vont nous mettre en difficulté. On joue face aux Lions, faisons très attention dans la forêt. Sauf que nous sommes des éperviers, on va les survoler. Ah oui, ça c'est une bonne image celle-là. Nibombé attend quelque chose de ses joueurs. Oui, Nibombé Daré attend la réaction de ses joueurs de façon positive pour aller gagner. Non, il a dit que non. Mais faire un bon résultat là-bas. Ça c'est un faux discours pour l'entraîneur. Non, peut-être qu'il ne veut pas vendre des rêves, pas du tout, il faut vendre des rêves. Pour vous, il doit dire qu'on va aller gagner le Sénégal. Bien sûr. Angelo, ça c'est un faux discours que les sélectionneurs, nos entraîneurs doivent éviter. Et si vous ne gagnez pas, gardez ça pour vous. D'accord, c'est bien. Tout ça, rassurer le public. Et là, il ne rassure pas le public. Coach Tchevi, j'ai entendu. Je ne suis pas coach, mais il y a certains discours qui montrent en même temps que voilà, le sélectionneur même, c'est pas une victoire. Pour vous, c'est avoir une mentalité de la gagne. Et la mentalité de la gagne, dans son discours, on ne l'a pas senti. Il s'est résigné tous, il a perdu d'avance. Il a parlé de motivation. La motivation doit partir de lui d'abord, dans ses sorties, dans ses discours. D'accord. C'est là où on se dit que voilà, on est sélectionné, on joue 2 rôles. Mais tu comptes faire, le Togo peut bousculer le Sénégal. Oui, le Togo peut bousculer le Sénégal, sauf que c'est une finale. Si vous écoutez Pape Thiaw, le sélectionneur des Lions de la Teranga, après le puissant match réalisé face au Soudan, c'est la presse qui a tout simplement cérémonié cette équipe sénégalaise. Maintenant, ils ont pris cette rencontre face au Togo comme une finale. Pas de la Coupe du Monde, mais une finale de tout. De tout. Il veut gagner coûte que coûte. Il veut gagner coûte que coûte le Togo. Mais ce qui m'a plu, si vous scrutez un peu la presse sénégalaise, il faut dire, attention, cette équipe togolaise, même s'il ne gagne pas à domicile, essaie de faire une bonne prestation
à l'extérieur, ils ont surfé sur le match réalisé face au Soudan à Benghazi, le match réalisé face à RDCG au stade de Mati de Kinshasa. Et puis le match face à la Mauritanie, ils ont dit, même si le Togo a réalisé un match 2-2 à domicile, c'est une équipe à prendre au sérieux. C'est une équipe à prendre au sérieux. Et le Togo, je sais qu'on peut, avec ce match nul-là, ça peut être un élément motivateur pour les joueurs, pour dire que, messieurs, il va falloir qu'on réalise une belle performance à Dakar. Pour redonner confiance au public sportif qui tient vraiment à nous. J'aime bien le mot, la performance, parce qu'elle est très importante pour ces jeunes, en tout cas, qui sont en train de monter dans le nid épervier et également les cadres. Le match a lieu Sénégal-Togo, c'est ce mardi à partir de 21h. On va voir le graphique annonçant justement ce match-là du côté du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Oui, voilà. On espère simplement voir une très belle équipe du Togo, bien sûr, face à celle du Sénégal. Match comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026. Messieurs, vous êtes là, j'espère. Oui, on est là. Nous sommes là. Nous sommes au Sénégal. Notre équipe sont transportés vers le Sénégal. Revenons à Lomé, messieurs. On va désormais faire un débat. Voilà, sans langue de bois, pour parler justement d'un sujet intéressant. Il s'agit bien sûr de cette Coupe du Monde qui existe depuis 2030. Et depuis 2030, c'est une seule fois que l'Afrique a organisé justement cette compétition. C'était en 2010 en Afrique du Sud. Comment ça se comprend? Comment ça s'explique? Jingle et on se retrouve. Messieurs, c'est la nouvelle rubrique que vous retrouverez bien sûr dans votre menu, à consommer bien sûr sur le plateau de Club Sport Santé. Vous également, chers téléspectateurs et internautes, prenons un sujet qui nous intéresse et là on a convenu de parler justement de cette organisation de la Coupe du Monde qui n'est pas souvent dévolue à l'Afrique. On disait tout à l'heure sur les 23 éditions depuis 1930, c'est une seule fois que l'Afrique a eu droit à l'organisation, c'était en 2010 en Afrique du Sud. Et Thierry Tengue, comment est-ce que vous comprenez justement, d'aucuns parleraient d'incongruité, d'anormalité, de deux poids, deux mesures, de tout ce que vous voulez. Mais quel est votre ressenti justement par rapport à ce thème? Avant d'en venir, félicitons d'abord les Sud-Africains qui nous ont émerveillés en 2010, où on a failli retrouver encore l'histoire avec le Ghana qui ne s'est pas créé finalement, éliminé en quart de finale avec tout ce qu'on a comme souvenir, les Vuvuzela, les Djaboulani. C'est la fierté africaine, mais ça ferait pratiquement 15 ans, si j'ai bonne mémoire, qu'on n'a plus une organisation en Afrique. Cela s'explique par beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand on s'en tient un tout petit peu à ces pays africains, quand on prend l'Afrique du Nord, oui, il y a tout ce qu'il faut pour organiser une Coupe du Monde, mais la FIFA se base souvent sur des critères. Et les critères aujourd'hui vont dans plusieurs domaines. On parle tout simplement des infrastructures, du stade, de l'hôtel, et des transports. L'Afrique du Nord, oui, mais en Afrique noire, surtout avec la tension politique dans certains pays, il faut de la stabilisation à ce niveau-là également. Donc, c'est tout un tas de soucis pour l'Afrique de ne pouvoir retrouver cette deuxième organisation et face aux concurrents également avec les candidatures en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie. L'Afrique noire n'existe plus trop du tout parce qu'il y a déjà des choses mises en place au niveau du développement, alors qu'en Afrique, c'est maintenant, il faut pouvoir chercher à développer ces infrastructures. On n'a pas encore mangé. On n'a même pas encore mangé. Et il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu où même nos cannes, c'est à la dernière minute qu'on règle les trucs. C'est compliqué, mais quand on s'en tient un peu aux critères, on peut comprendre cette non-organisation de la deuxième Coupe du Monde en Afrique. On attend depuis déjà 15 ans. Oui. Depuis 15 ans. Delahité, justement, sur le sujet. Qu'est-ce qui vous inspire par rapport à cette thématique? C'est le visage qu'on présente à la FIFA. C'est ce qui fait frais à la FIFA de nous attribuer une organisation d'une Coupe du Monde. Je m'explique. Parce que avant d'attribuer la Coupe du Monde 2010 à l'Afrique du Sud, la FIFA s'est basée sur plusieurs aspects.
hôtellerie, Oui. infrastructure, logistique, le projet sportif qu'a ce pays-là, la sécurité, les garanties nécessaires. La FIFA a demandé tous ces documents-là à l'Afrique du Sud avant que la FIFA dise OK, c'est bon, vous pouvez organiser cette Coupe d'Afrique-là. Maintenant, si, la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, autant pour moi. Oui. Maintenant, si vous priez, je vais diviser l'Afrique en 3 parties. L'Afrique du Nord, l'Afrique centrale et l'Afrique du Sud. Maintenant, l'Afrique du Sud a eu l'occasion de relever ce défi-là. Maintenant, si vous remontons vers l'Afrique centrale, quel pays? Des Congo. RD Congo, où à chaque fois le M23 avec le Rwanda font guerre chaque jour. La FIFA ne va pas prendre ce risque-là d'aller attribuer cette organisation à RD Congo. Si vous prenez Cameroun, n'en parlons pas. Si vous prenez le Nigeria, non, c'est pas ça. On n'a pas encore une politique sportive adéquate pour présenter, pour répondre ou bien draguer la FIFA à accepter à la nous Côte d'Ivoire, par exemple. Non. La Côte d'Ivoire est en route vers, avec cette récente organisation de la Coupe d'Afrique. Ce pays est en route vers, pourquoi pas, 3 ans, 5 ans après, la Côte d'Ivoire peut abriter à la phase finale de la Coupe du Monde U20, U17. Qui sait? Pourquoi pas? Et quand on remonte? Quand on remonte en Afrique du Nord, je veux placer l'Algérie, le Maroc et l'Égypte. Maintenant, dans ces 3 lots, c'est le Maroc qui essaie, qui a la capacité nécessaire. Si la FIFA n'a pas attribué l'organisation totale de la Coupe du Monde 2030 au Maroc, c'est parce qu'ils doutaient un peu de leur capacité. Pourquoi? Oui, parce que il y a des aspects politiques et culturels qui entrent en jeu. Vous n'êtes pas à savoir que depuis un certain temps, la CAF s'est basée au Maroc sur des activités, ce qui n'en déplaise, c'est ça? Oui, c'est ça, n'en déplaise. Oui, à l'Algérie qui dit qu'il y a une favoritisme qui se dit son nom. Maintenant, l'Algérie aussi peut dire à la FIFA, monsieur, il va falloir que vous retirez certaines organisations au Maroc. Donc, la FIFA surfe sur tous ces aspects-là pour attribuer des organisations de la Coupe du Monde. Si je comprends bien votre analyse, aujourd'hui, c'est que la FIFA fait avec les pays qui sont mieux organisés. Exactement. Et la CAF aussi ne fait pas un bon lobbying. Au niveau de la FIFA. Au niveau de la FIFA, la CAF est devenue un béni oui. Tout ce que la FIFA dit, il dit OK, c'est bon, allons-y, sans toutefois penser aux conséquences, à ce qui pourrait arriver sur ces pays. Et surtout à l'avenir du football africain. Il pratique juste le suivisme. Malheureusement. On va rester toujours pour peut-être faire le dernier tour de table, justement à cette allure-là. Ce serait compliqué un jour, même si quand vous prenez l'organisation, ce n'est pas synonyme de victoire finale que l'Afrique, en tout cas, arrive à gagner une Coupe du Monde. Bien évidemment, il y a un défi économique qui est très en jeu, où il va falloir plus d'investissement d'abord. Vous pensez qu'on n'est pas prêt pour ça pour l'instant sur le continent? Sur le continent, on n'est pas encore prêt sur ce défi économique. Parce qu'il y a d'autres priorités. Le sport, c'est pas notre priorité. Le sport aujourd'hui, une priorité pour le continent africain parce qu'on est passionné. On est amoureux de cette discipline-là, en général du sport. Mais on n'y met pas les moyens. La faute à quoi? D'abord à des gens qui ont faim, des gens qui sont en guerre, des gens qui sont en souffrance, qui n'arrivent pas à manger à leur faim, qui ne sont pas soignés quand ils tombent malades. Tout cela fait que l'État même se dit que on n'est pas prêt d'abord pour organiser cela. Et quand on prend une organisation de la Coupe du Monde, c'est des milliards qui vont sortir au trésor. Et également des touristes qui vont revenir. Absolument. Mais avoir des touristes qui sont tout le temps menacés, intimidés, braqués et tout, on n'est pas encore prêt, mis à part l'Afrique du Sud qui peut aujourd'hui prétendre avoir une deuxième organisation. Mais ça peut se faire. Parce le Maroc va essayer en 2030. C'est un pays adopté pour cela. Le Maroc aussi qui emboîte le pas. Sauf que ce sera une co-organisation. Peut-être le Rwanda un jour. Le Rwanda, avec le M23. Il faut des stades. Ils ont commencé, Chikebi.
tout doucement. On espère vivement, parce que c'est également un objectif que ce fils, un État qui dirige un pays. Ah oui, bien sûr. Et ça, c'est tout simplement dans l'intérêt du développement du pays. Parce qu'il y a beaucoup de sous qui vont rentrer. Oui. Quand on prend un peu cette organisation, c'est pas seulement que le football. Il y a plusieurs aspects. Il y a tout un business autour. Tout un business autour. Donc, vivement qu'on corrige notre manière de gouvernance en Afrique. Et de politique sportive, parce que à chaque fois, j'ai comme l'impression que c'est les pays africains qui demandent de l'aide à chaque fois à la FIFA. Et pour vous, c'est pas normal. C'est pas normal. Et pourtant, les pays africains sont riches. On est nombreux à la FIFA. Oui, parce que à chaque la FIFA est regardant sur ces aspects-là. On devrait en amont organiser, construire quelque chose. Avant de demander de l'aide. Je crois qu'on doit formater cette idée-là à la tête des Africains, là, à chaque fois demander de l'aide. Pourquoi ne pas nous-mêmes construire... Demander, on vous donnera. Non. Bon, on doit travailler. Très important. En tout cas, le débat reste sempiternel. On ne cessera jamais justement de parler de cette place de l'Afrique dans le giron du football mondial. C'est bon, on a fini? Non, si vous voyez le Cameroun, c'est bon. Le siège de la fédération, ils ont baillé ça. Ils n'ont même pas un locaux adéquat. Maintenant, ils vont demander à la FIFA de l'aide pour construire un siège à Digne. On va penser à ça. Pour vous, c'est pas normal. On va parler justement d'autres actualités. Là, maintenant, du championnat de D2 national de football. L'actu nationale, le jingle, et on se retrouve tout de suite. On parle de la D2 nationale de football, messieurs, avec la 6e journée et les différents résultats. On va découvrir avec vous, chers internautes et en même temps téléspectateurs, le graphique qui récapitule les résultats du 6e chapitre de la D2 nationale de football avec de la poule A. Avec Ange, beaucoup de 0-0. Ange, il faut dire 0-0. Asfosa, JC à 0-0. Dito qui épingle Arabia 1-0. Et puis 0-0 entre Gaza et Maranatha de Fiokpo. La poule B, on a bien sûr la victoire de Fouada en déplacement sur la pelouse d'Agoua de Kousuntu. 0-0 entre Tak et Koroki Metete de Tchamba. Victoire étriquée de l'US Koza face à Gbikinti. Et puis c'est Massé également qui épingle Kakadle de Doufedgou. 1-0. Très peu de buts marqués lors de cette 6e journée. Délaïté, il y a une explication à ça? Non, il n'y a pas d'explication. À chaque journée, les équipes essaient de verrouiller leur système défensif pour ne pas permettre à l'adversaire de venir marquer sur 8 matchs, 4 victoires, 4 matchs nuls, 12 clean sheets. Incroyable. Et ça a marqué peu, des 0-0, 1-0 et autres. Mais à chaque fois, à chaque journée de la D2, on apprend d'autres choses. Certaines équipes qui veulent aller dans le top 3, d'autres qui ont déjà pris la route de la D3, par exemple de Gbikinti de Basaki, depuis 6 journées, n'a pas engagé un seul petit point, 0 point moins 9 au compteur. Cette équipe déjà est condamnée. Pour la D3, mais attendons de voir la 7e journée qui est déjà programmée. Votre avis sur cette 6e journée, mon cher Etchavi? Oui, c'est rien que des journées qui ne sont pas semblables, tout simplement. Parce que là, il y a toutes les équipes qui se battent pour pouvoir aller dans le haut du classement. Aujourd'hui, moi, je note une progression de Dito, qui a eu une victoire. Actuel deuxième derrière Maranatha, à 1 point. Maranatha, où personne n'attendait cette équipe de Dito. Sauf que voilà, elle revient tout fraîchement de la D2, de la D1. Où, pratiquement, elle est tombée de la D1. Oui, on a pratiquement les mêmes joueurs, le même coach. Il y a un travail qui est continuel. Maintenant, quand on prend un peu à Gaza, c'est pas ça, ça ne trempe pas encore. 5 points en 6 journées. Mais même l'enceinte d'Agaza ne trempe pas encore. Je ne sais pas si à Bossime ou l'Afrique va trembler. Ils attendent toujours le bon moment. C'est une source de motivation. C'est quand même dommage pour les Verts de Tocoin qui, au fil des journées, laissent des points qui sont très importants, malheureusement, pour la JCA également. Cette équipe de Sigma, avant-dernière au classement. Avant-dernière au classement, rien que des matchs nuls. 5 points.
Bon, c'est juste la phase aller, peut-être la phase retour. On n'est même pas encore à la fin de cette phase aller. Oui. Je crois que les équipes qui prennent déjà le grand pas dans le classement, ça va se jouer là, hein, entre Ifotje, Djito, Maranatha, et que sais-je encore, Angers aussi, ça t'attend. Non, Angers bon dernier. Angers bon dernier. Je me dis que c'est des journées qui arrivent comme cela où le travail doit toujours continuer pas à se faire pour pouvoir aller chercher des points et pourquoi pas retrouver le premier rang. En tout cas, Mais c'est pas encore perdu pour les équipes. Hein, au niveau de, quand je prends au niveau de la zone sud, oui. il suffit d'aligner deux victoires d'affilée et vous allez voir ce club remonter. La saison c'est toujours serré, oui, comme en D1. Oui, la saison écoulée, on a vu à Gaza qui est au niveau de la 6e. Oui, il a frôlé même à la dernière place, mais à la phase de retour, quand cette équipe devait aligner 3 victoires d'affilée, ben, cette équipe... Elle a même joué les playoffs. Les playoffs, donc on va suivre de près la performance de ces clubs-là. Mais attention à ces équipes-là comme Agoua, Bikenji, Ange de Notien qui déçoit parce que la saison écoulée, on a vu cette équipe qui est revenue en D2. Oui. On pensait que cette équipe va faire rapidement une remontée en première division, mais au finish, on a vu une équipe qui était laissée à la merci des supporters. Oui. Cette saison, cette saison encore avec Fofana Diouf qui était l'entraîneur principal, mais qui a quitté les rangs. On a engagé un entraîneur. Ça ne marche pas. Il va falloir que les gens ressaisissent. Oui, même s'ils évoluent désormais dans leur propre stade. On aura l'opportunité justement d'aller découvrir ce nouveau stade. Du côté de Notien, il faut arriver à gagner à la maison et pourquoi pas remonter à la tête. On rappelle que Ange actuellement est dernier de la poule A. Maranatha est devant avec 12 points plus 4. Dito 11 points plus 1. Ifotje est troisième avec 10 unités. On n'oublie pas également Asposa, Arabia, les deux ont 7 points chacune. Ces équipes, bien sûr. Agaza 5 points, JCA 5 points, puis Ange de Notien 5 points. Dans la poule B, nous avons Simassi qui est leader avec 14 points. Plus 6, TAC suit avec 12 unités, plus 3, US Koza 11 points, plus 2, Koroki Metete de Tchamba est 4e avec 10 points, il y a également Kakadel et Fouadan, les deux équipes ont 7 points chacune, Agoua de Kusuntu est avant-dernier, 4 unités, et Gwikinti, le dernier de la classe, 0 points, goal différentiel, moins 9. Voilà, messieurs, on a fait le tour, on va se dire le match du Togo face au Sénégal. C'est ce mardi à 21h. On va se retrouver très très bientôt pour décrypter justement ce match. On rappelle également que désormais, vous allez nous retrouver dans l'émission Club Sport Santé les lundis à partir de 12h30. Et puis bien sûr du côté du samedi, ce sera tout le temps à midi. Et voilà un peu, on a fait un petit décalage, mais tout ça pour vous, rien que pour vous, pour rester dans la fraîcheur du traitement de l'actualité sportive. On a fait le tour, messieurs. Vous voulez ajouter quelque chose d'autre? Quelques salutations avant de boucler la boucle? Oui, mais dire aux Togolais, au peuple, aux supporters des EPR du Croix, on a une fois goûté à cette qualification pour une Coupe du Monde en battant le Sénégal, en créant bien sûr la surprise à Dakar. Ça peut se faire. Le passé nous rattrape toujours. D'accord. Le passé nous rattrape. Il faut apprendre du passé pour construire le futur. Toujours sur le passé pour pouvoir progresser avec le futur. Donc, moi j'y crois. J'y crois pour les éperviers. On oublie le match face à la Mauritanie. C'est un nouveau défi qui est difficile à relever, mais c'est faisable. C'est faisable. La montagne, on est capable de la gravir. Mon cher Delaïté. Oui, on doit vite oublier le match face à la Mauritanie. Et il faut dire que un match de football, c'est à 3 niveaux. Défaite, match nul et une victoire. Peut-être que quand on vient au terrain, on veut tout simplement une victoire, mais le sort peut décider autrement. Je voulais dire aux supporters des éperviers de ne pas se désarmer, de rester soudés derrière cette équipe. La ville de Rome ne s'est pas construite en une seule jour. Qu'ils arrêtent d'insulter les joueurs. C'est pas bien. Il faut le faire play après tout. Les dirigeants aussi pensent. Ce n'est pas que. Ils souhaitent que ça gagne. Oui, eux aussi ils partagent les peines et les joies. Et les joies des publics sportifs. Absolument. Nul n'est inutile. La meilleure façon d'attendre quelque chose,
c'est d'attendre encore un peu. Ça va Entendre encore un peu plus. Ah oui, le poète a parlé. Et c'est le moment, bien sûr, de mettre un terme à cette émission. Merci Délaïté, merci infiniment. Merci, Angelo. Mille gratitudes à vous, mon cher Etienne Vitengui. Au plaisir, Au Angelo. plaisir, très très vite. Et on salue également Patrick, Esaïe et puis bien sûr Fernand qui ont tous travaillé à la réalisation de ce nouveau numéro. On se donne rendez-vous pour samedi pour parler d'autres aspects, bien sûr, du sport au Togo, en Afrique et dans le monde. On vous souhaite une très très belle semaine de travail et tout ceci dans la bonne santé. À très bientôt. Bye bye.